bienvenue dans l'épisode 1 de Dans l'entrejeu où je vais interviewer des milieux de terrain, en tout cas des personnes autour du foot et forcément sur cette première série, spécifiquement des joueurs évoluant à ce poste, des joueurs qui sont professionnels contre un pro qui joue dans les meilleures divisions de pays européens, étrangers, etc. Mais aussi des milieux de terrain qui sont dans le processus de réussir une carrière, de vivre du métier, ou en tout cas bien de vivre une vraie aventure à travers le football. Aujourd'hui, on accueille Guillaume Trani, qui est milieu de terrain évidemment, polyvalent, qui joue dans la meilleure équipe de Luxembourg, qui a gagné en tout cas la BGL League durant la saison 2023-2024. Il nous partage toute son expérience du foot, donc c'est-à-dire de son plus jeune âge, de ses prises de risques qu'il a pris en partant plusieurs fois à l'étranger, et tout simplement d'une opinion et d'une vision de la vie que j'ai trouvé super agréable premièrement, et surtout hyper rafraîchissant, je trouve même hyper rassurant pour certains d'entre vous, parce que oui, vous êtes beaucoup à vous mettre la pression de devenir footballeur pro, alors qu'en fin de compte ça devrait être un kiff et pas quelque chose d'anxiogène. Et je pense que cet échange peut faire beaucoup de bien à beaucoup de jeunes footballeurs et même des footballeurs un peu plus âgés. Mais c'est une vision du foot incroyable et j'espère que vous allez tous regarder cette interview, l'apprécier à sa juste valeur. Et je vais remercier une nouvelle fois Guillaume pour le temps qu'il m'a accordé et surtout ce partage d'expérience qui est juste exceptionnel. Je vous laisse vivre ça très simplement. Ciao. Bah déjà, merci de m'accorder du temps pour faire cette interview qui va être utile à tout le monde. Premièrement, voilà, comme on a dit en off, l'objectif c'est que tu te présentes pour que tout le monde sache un petit peu qui tu es et peut-être, pourquoi pas, comme je le disais, s'identifier peut-être un petit peu à toi, comme une Ouais, carte. merci. Merci à toi déjà pour cette interview. Alors, moi, je me présente, je suis Guillaume Trani. Je suis né le 27 décembre 1997. Je suis né à Marseille. Donc, j'ai 26 ans. Je suis né de fin d'année. Et là, actuellement, je joue au FC du Ferdinand, je joue au Luxembourg. Ok. Juste encore une fois, juste pour après je vais rajouter des petits détails à chaque fois. Par exemple, ta taille, qu'est-ce que tu fais en taille pour que certains Je fais 1m76 pour 73 kilos. Ouais. 72, 73 kilos. très bien. Si on passe tout de suite sur le CV de footballeur, qu'est-ce que tu as de beau justement à raconter, de à quel âge tu as démarré et un petit peu les... Alors, ouais, moi j'ai commencé très jeune, j'avais 5 ans je pense, dans des clubs sur Marseille. J'ai commencé le foot à l'USPEG, c'est un club de Marseille. Ensuite j'ai fait les Caillols, pareil, Marseille. Après j'ai fait les Caillols, j'ai fait Gignac, Marignane Gignac, maintenant ça a fusionné, donc, mais avant c'était un club indépendant, donc maintenant ils ont fusionné. Ensuite je suis parti une saison à l'Olympique de Marseille. Ensuite, suite à une blessure, je suis parti au SMUC. Après le SMUC en U17, non, c'était un U19 au SMUC. Après, je suis parti une année à Aubagne. D'accord. Aubagne, qui, en plus là, j'ai vu qu'ils vont monter en national, donc c'est Ouais, super pour eux. Et entre-temps, j'avais fait une demi-saison justement à Aubagne parce que je suis parti en Angleterre pour la Nike Academy. d'accord. Donc après, on en parlera après pour un peu plus de Carrément. détails si ça vous intéresse. Et après la Nike Academy, je suis redescendu, je suis revenu dans le sud, à Marseille, à Andoum, en National 3, National 2, puisqu'on a fait la montée de National 3 National 2. Et après, avec le Covid, la troisième saison en Andoum, vu que les championnats étaient gelés, je suis parti direction Luxembourg. J'ai fait un club intermédiaire, donc je suis allé premièrement à Ostert, et là, ça fait ma deuxième année, je suis à Differdange. Ok. Avec lequel, du coup, là, j'y pense, je voulais introduire ça comme ça, mais j'ai oublié. Félicitations pour ce titre de Pas joueur. encore. Pas encore? Officiellement, c'est pas encore. Non, D'accord. parce que là, ce week-end, on aurait pu le faire. On s'est fait égaliser à la 90e minute. Donc, ça aurait... même si on avait gagné, officiellement, on ne l'était pas, mais officieusement, oui.
Mais là, vu qu'on a fait match nul, il faudra attendre encore ce week-end pour. Ok, j'ai regardé rapidement pour voir. Ouais, Et félicitations plus individuelles, parce que j'ai vu dans ta story joueur du mois d'avril, donc c'est toujours ouais, ouais, c'est cool. C'est des euh, petites choses qui font plaisir, donc on prend. ok, bon bah super. Ouais, je vais revenir sur deux points sur ce que tu viens de présenter, même peut-être trois pour un peu plus entrer dans le détail du Luxembourg. Mais premièrement, ouais, Olympique de Marseille, tu as dit une seule saison. Comment tu Ouais. as intégré? Pourquoi pas plus long? Ben, en Euh, fait, je suis arrivé en U17. Donc, je suis d'accord. arrivé à ma première année U17, je crois, dans ma deuxième année U17. Vu qu'on faisait 3 ans, je crois que c'était les 3 ans qu'on devait faire, parce qu'à chaque catégorie, il y avait une règle qui faisait qu'on devait tripler. Je sais plus si c'était les U15 ou U17 où j'ai fait mes 3 ans. Mais du coup, je suis arrivé, mais c'était pas au centre de formation, vu que j'habitais déjà dans la région, tout ça. J'ai intégré l'équipe DH, parce qu'il y avait nationaux, DH. Et ensuite, à la fin de saison, je me suis fait une petite blessure à la main. Et c'était au moment où il y avait un total changement dans le centre. C'était l'arrivée de Bielsa. Il a changé totalement le centre. Il a fait du renouveau. Et du coup, il faisait une revue d'effectifs. Et à ce moment-là, je n'étais pas présent parce que j'étais blessé et que je me faisais soigner et que j'ai pas pu être présent. Donc, du coup, après, ben, forcément, après, ça s'est décanté comme ça. Et après, j'ai préféré partir dans un autre club parce qu'au final, c'était dommage pour moi parce que j'étais blessé. Peut-être que ça aurait pu être différent si je l'étais pas, mais bon, c'est le destin. Et du coup, j'ai fait une année et après, j'ai changé de club. Ok. Bon, c'est intéressant de savoir parce qu'il y en a qui pensent qu'à partir de 14 ans, tu peux plus intégrer enfin, une équipe, on va dire centre de formation, Non, voilà. Mais tu peux quand même en être assez proche. Puis aussi l'histoire de timing. Voilà, tu as été blessé et du coup, ouais, faut faire avec. Mais c'est c'est vrai vrai. qu'un truc qui commence à être un peu commun avec toutes les personnes que j'interviewe, c'est que ouais, ça fait partie du process, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le foot, hein. Malheureusement, ça peut aller vite dans les deux sens. On le sait, on peut s'attendre à tout. Malheureusement, c'est le foot. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Il faut s'adapter le plus rapidement possible et il faut vivre avec. Ok, ouais, c'est intéressant, c'est cool de voir cette résilience, mais naturelle. Sans forcément en parler, ouais, c'est pas mal. Et du coup, ouais, cette année, enfin cette période, alors je sais pas si c'était une saison ou je sais pas combien de temps tu vas te dire, mais en Angleterre, là, alors j'ai pas entendu correctement l'académie, le nom. Alors, c'est la Nike Academy, la marque Nike. Ah, Donc, ok. c'était une académie où ils accueillaient des joueurs du monde entier. Ouais. C'est comme un grand centre de formation, en fait, avec des joueurs du monde entier. Donc, pour moi, c'était mieux qu'un centre de formation parce qu'on était vraiment traités comme des professionnels parce qu'on s'entraînait déjà au St. George Park. C'est le centre de l'équipe nationale d'Angleterre. Donc, en gros, on était nourris, logés, habillés Nike et on avait notre hôtel. Donc, on faisait juste les cours d'anglais parce que pour ceux qui parlaient pas anglais, on avait juste des cours à côté. Et le reste, on s'entraînait tous les matins, on faisait muscu, préparation. Après, on allait sur les terrains on allait directement, parce que notre centre de notre hôtel il était à 40 minutes. Donc, on prenait le bus, on y allait, on était là-bas, on se préparait à la muscu, le gym, étirement, tout ça. Après, entraînement vers 11h30, pendant 2 heures, ça dépend des entraînements. Après, on mange. Et après, l'après-midi, si certains en option faire un muscu en plus, tout ça. Et chaque semaine, il y avait un match qui était programmé. C'était en gros un match amical, mais on jouait nous contre des équipes professionnelles de l'Angleterre. Donc, soit on jouait contre les réserves des grosses équipes. Par exemple, notamment, moi, je joue contre Manchester City, Liverpool, les U23. Ok. Et après, on pouvait jouer contre des D3, D4, D5, des équipes premières. Donc ça, c'était une super expérience. Et en plus de ça, les recruteurs, ils venaient nous voir. Et si potentiellement, tu étais intéressant comme joueur, bah, tu partais à l'essai. Et après, ça allait se faire ou pas. Moi, j'ai fait mon premier essai, j'ai fait à Barnsley. C'était en Championship, Barnsley, j'ai fait Sheffield United. Et mon dernier, qui aurait dû être concluant, c'était Nottingham Forest. Parce que je suis resté là-bas quand même une semaine. Après, ils m'ont rappelé, je suis revenu 2, 3 semaines. Et je Oui. devais signer. Et au final, notre académie, elle s'est arrêtée par rapport à la loi du Brexit. Ok. Et du coup, devient notre académie, elle allait se fermer. Et moi, pendant cette période-là, j'étais à Nottingham Forest. Donc, en gros, c'était bien pour moi. Et au final, j'aurais dû signer là-bas parce que en temps normal, j'aurais dû signer là-bas.
Mais par rapport à cette loi-là, j'ai pas pu parce qu'ils proposaient pas des contrats, parce que moi j'étais encore mineur à l'époque. Donc c'était en gros la loi du Brexit, il fallait avoir un contrat de travail ou un lieu de résidence pour y vivre. C'est comme un visa en gros. Et du coup, ils me proposaient pas un contrat, entre guillemets, de travail, c'était plus un contrat jeune, un an, plus un an, et au final, ça rentrait pas dans les normes de la loi. Donc, du coup, ben, déception, mais voilà, après, je suis rentré dans le sud pour justement jouer à Andoum, mais c'est vrai que j'avais du mal à digérer sur un premier temps ce changement-là, parce que c'était quelque chose franchement incroyable. Je suis resté 2 ans en Angleterre, 1 an et demi, 2 ans, donc en gros, ça fait 2 saisons. Et c'est des expériences incroyables parce que déjà, j'aurais jamais pu imaginer m'entraîner sur des terrains aussi parfaits. Parce que voilà, même l'équipe d'Angleterre, ils s'entraînent là. Donc c'est un rêve. Même quand ils venaient pendant leur trêve, on les voyait s'entraîner à côté de nous. Ils venaient à la muscu. Donc quand on est jeune comme ça, ça fait toujours rêver. Et même les matchs qu'on a fait. C'était vraiment une super expérience. Déjà, rien que de jouer contre Manchester City, j'ai joué contre Foden, Brahim Diaz, même Liverpool, Joe Gomez, tout ça, c'est dans leur centre, c'est magnifique. Même si on s'est fait quand même doser, mais c'est des expériences qui restent gravées et c'est inoubliable. Et même après, quand tu ressors de cette expérience-là, tu en ressors grandi. Et moi, personnellement, ça m'a fait énormément progresser. Ça m'a fait énormément progresser dans ma façon de voir le foot déjà, parce que les Anglais ils ont une vision du foot totalement différente. C'est vraiment une passion différente. Même les infrastructures, tout ça, c'était plus élevé qu'ils étaient plus en avance que nous en France. Et, euh, et Ouais, voilà, après, voilà, c'était mon destin qui a pas fait ça, mais franchement, c'est une expérience inoubliable. ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, Enfin, c'est incroyable. Non, franchement, c'était. euh, à 2 ans près, alors moi je suis de 95, tu vois, donc je me dis, il y a Ouais, du presque 10 ans pour toi à peu près, ouais, c'est ça? Ça fait 10 ans que tu as vécu cette ouais, expérience? je crois. Ouais, un peu moins, je crois 9 ans. Ouais, je pense, ouais, dans ces eaux-là, ouais, j'avais 17 ans. L'équipe Ouais, d'Angleterre c'est presque. Ouais. est incroyable à chaque fois, mais j'imagine celle de muscu avec des joueurs, surtout, bah, moi je pense au Ah Luc oui, ah oui, c'est à incroyable. ce moment-là, Ah, incroyable. Des incroyable. super. Parce que même des fois, il y avait des équipes pro qui venaient faire leur stage. Ben, notamment, on a vu le Barça en plus. Il y avait Messi et tout, parce qu'ils étaient venus faire un stage de préparation, je crois, une semaine ou 5 jours. On a pu assister à l'entraînement du Barça. Il y avait Messi, il y avait tout le monde. Et c'était incroyable. Ah C'est ouais, des ouais. choses que, voilà, on le fait presque une fois dans sa vie. Et voilà, c'est tombé là. Et en même temps, de voir ces joueurs-là, en plus, tu travailles de ton côté pour justement atteindre certains objectifs-là. Donc, en vrai, c'était que du bonus. Franchement, que du bonus. Incroyable. Et du coup, ouais, tu retournes dans le sud, il y a le Covid qui arrive, et du coup, tu commences ton aventure luxembourgeoise. Euh, Tu vas avoir le besoin, parce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas au Luxembourg, alors que je trouve que c'est une opportunité, moi, ultra intéressante, bah, d'expliquer un petit peu les différents championnats, le club par lequel tu as démarré, pour ensuite atteindre bah, le niveau auquel tu joues là, si tu peux expliquer, quoi. Ben, en fait, en France, c'était la période Covid, justement, où les championnats, ils étaient gelés. Moi, c'était ma troisième année, et justement, les salaires étaient bloqués, les championnats, on s'entraînait plus, on était confinés, tout ça. Et j'avais eu un contact avec un agent justement qui était vraiment bien implanté au Luxembourg et d'ailleurs qui est devenu mon agent après ça, que il m'avait parlé déjà de ouais, est-ce que ça t'intéresserait de venir au Luxembourg, tout ça. Moi, je ne connaissais rien du tout au Luxembourg, je m'étais pas trop renseigné, je connaissais pas, il y avait pas trop de visibilité par rapport à ce championnat-là, mais je sais continuer eux à jouer. En gros, c'était un championnat, on va dire, professionnel, entre guillemets, parce que les matchs continuaient à se jouer et il n'y avait que dans les championnats pro qu'on voit dans les grands championnats européens qui étaient en place. Donc, au final, je laissais passer le temps parce que j'avais eu quelques contacts en France, en National 2, en National 1, tout ça, pour justement partir après cette saison en N2 en Doom. Et, euh, et du coup, je réfléchissais, ça avançait pas, le Covid, il était toujours présent. Et du coup, je dis, bon, allez, ben, pourquoi pas, je vais essayer là-bas. Du coup, j'ai préféré faire quand même un essai pour voir justement
comment pouvait se passer le club, comment les infrastructures étaient, tout ces petits trucs. Et, euh, et du coup, j'ai été approché par justement le club de Ostert avec l'agent qui m'a dirigé là-bas. Donc, du coup, je me suis entraîné là-bas, infrastructure correcte. C'était pas un club qui jouait le haut tableau, mais c'était un club qui jouait à peu près le maintien, la deuxième partie de tableau. Mais c'était mes premiers pas au Luxembourg, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, du coup, moi, je me suis blessé le premier entraînement que j'ai fait. Ouais. J'ai fait un premier entraînement que je me suis blessé, j'ai fait une petite fracture au pied sur Oui. un appui tout seul. Et, euh, et du coup, là, ben, j'étais un peu dos au mur parce que je me suis dit, ah ouais, donc je suis presque obligé de signer là parce que pendant l'entraînement là, j'avais montré assez ce que je valais pour justement qu'ils se disent oui, c'est bon, on le veut. Donc heureusement que j'ai quand même pu montrer ce que je savais faire et au final, j'ai signé là en étant blessé avec l'agent et le président et le club et le coach qui ont fait à peu près le forcing pour justement me faire signer là. Donc après, ben, je suis revenu un mois et demi après pour commencer le championnat là et j'ai commencé, j'ai fait mes débuts à ce club-là. Ok, et c'était quel niveau, si tu peux faire un comparatif, on va dire, niveau français et Luxembourg, qu'on puisse se situer et de savoir quel était le Ben, niveau. en fait, de base, le championnat luxembourgeois, c'est un championnat, on va dire, intermédiaire. Enfin, c'est entre pro, semi-pro et voilà. Et les niveaux, ils sont très différents par rapport à certaines équipes. Parce que là, il est de plus en plus en évolution, le championnat, et le niveau augmente de plus en plus. Moi, quand je suis arrivé, j'étais dans un club, on va dire, ouais, N2, N3, on va dire, dans le niveau, à peu près. Et certains clubs de ce championnat-là avaient le niveau Ligue 2, national, et voilà, certains clubs. Après, c'est un championnat très mixte. On va Ouais. dire que là, actuellement, au club où je suis, bon, là, on est premier. Donc, on va dire que je pense, niveau égal, le championnat, je pense que certaines équipes, donc, allez, les 4 premiers, 4, 5 premiers, peuvent se concurrencer avec de la Ligue 2, Ouais. avec la deuxième partie de Ligue 2, je pense. Après, le reste, il y a du National 2, National 3. Ok, ouais, je vois. C'est à peu près mélangé. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'au final, c'est quelque chose que tu peux te mixer dans ton football. Tu peux te juger toi-même parce que tu sais que tu vas affronter des tops équipes comme des moins bonnes équipes. Mais au final, les moins bonnes équipes, des fois, elles battent les meilleures équipes. C'est ça qu'on va dire qui est intéressant dans ce championnat parce que cette année, toutes les équipes ont eu leur mot à dire. C'est les équipes de base qui jouent le maintien surprennent les équipes qui jouent l'Europe, on va dire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce championnat et c'est en train d'évoluer de plus en plus, donc c'est intéressant. Ok, ouais, c'est cool. Ça me fait penser alors, dans une autre mesure, un peu au championnat N2 qu'on a nous en France, où tu as quand même différents styles de jeu. Vraiment, enfin, je trouve que c'est le championnat le plus diversifié pour les jeunes, en tout cas, que j'accompagne. C'est intéressant. Et du coup, alors, la question peut paraître bête. Toi, aujourd'hui, tu as un contrat de footballeur professionnel dans ton club? Oui, c'est ça, oui. Bah, en gros, ça dépend des clubs. Justement, tu as des clubs qui font, comme en France, des contrats de louage, des contrats déclarés, comment ça s'appelle, des contrats FFF, tout ça. Et il y en a qui sont en service civique. C'est à peu près comme en France, mais Ouais, mais tu as c'est tout dans différent. un Après, championnat, en fait. ouais, c'est ça. En gros, c'est à peu près similaire. Après, bien sûr qu'il y a certains clubs qui ont plus d'argent que d'autres et que d'autres clubs ont plus de contrats déclarés que d'autres. Et vice-versa. Et même certains clubs au Luxembourg, comme en France, peuvent trouver justement un hébergement, un travail, ainsi. C'est à peu près pareil. C'est un petit peu similaire sur ce côté-là. Après, pour moi, le niveau, il a évolué depuis que je suis arrivé. Parce que quand je suis arrivé, on va dire que c'était un peu moins élevé, mais à l'heure d'aujourd'hui, on voit vraiment certaines équipes qui sont vraiment au-dessus parce que nous, on a pu justement se jauger par rapport à les équipes qu'on a affrontées. Notamment, on a fait des matchs de Coupe d'Europe. Moi, quand j'ai signé à Differdange, c'est ma deuxième saison. Donc, quand je suis arrivé, ils ont fait la Conference League contre Ljubljana. Que Ok. cette année, ils ont fait des poules contre Lille, je crois, en poule. Ouais. Et, euh, et justement, on a fait 1 chez eux là-bas et chez nous, on doit gagner. On se fait voler. On gagne 1-0, tout ça. Donc, ça, on avait le niveau. Et même dans les matchs amicaux, on a affronté des équipes de nationale. On avait gagné 3-0 contre Sedan à l'époque où ils étaient
en national. Après, on avait fait des matchs contre Virton, contre Seraing, des D2 Belges, tout ça. Et là, cette année, on a fait un match contre Maribor, encore en Conference League, encore une équipe slovène qui a une histoire quand même historique dans ce club, parce que je crois qu'ils avaient joué contre Marseille il y a des années et tout ça. C'est un gros club quand même réputé. On a fait match nul chez nous. On se fait voler à la dernière minute parce qu'il n'y a pas une faute, mais bon, bref. Et Ok. match retour pareil, on gagne 3-1 sur le match. Je marque notamment 2 buts, ce qui est magnifique. Et on se fait égaliser à la fin. Il n'y a pas penalty parce que voilà, c'était une erreur sur en prolongation. On va en prolongation et on perd en prolongation. Donc c'était un peu frustrant parce que si on gagnait, on passait, on allait à jouer contre Fenerbahçe. Ah ouais, en Donc plus. ouais, c'était frustrant parce que comme on l'a perdu le match, c'était vraiment pas mérité du tout. Donc même s'il y avait notamment on a joué contre Ilicic, bon, il est plus dans son top de sa carrière, mais quand même Ah oui, c'est c'est vrai. un grand nom. Donc on a pu se jauger contre ces équipes-là. Donc au final, on sait que ces équipes-là font habituellement dans les championnats européens, dans les coupes européennes. Donc on va dire que nous on peut avoir ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et c'est en train d'évoluer de plus en plus et c'est ça qui permet de faire évoluer le championnat. Et j'espère que, comme l'avait fait une certaine année de Jude Lange, j'étais dans les poules d'Europa League. Ça avait joué contre le Milan, tout ça. Donc, c'était une époque incroyable. Donc, pourquoi pas continuer à vouloir se rapprocher des poules dans les prochaines années. Et c'est en évolution, donc c'est intéressant. Ouais, c'est incroyable. En tout cas, moi, si je me mets dans la peau d'un fan du foot, ça fait rêver, quoi. En tout cas, de pouvoir Ah ben vivre. oui, ben surtout que ça penche dans la balance parce que de base, quelqu'un qui connaît pas forcément le championnat luxembourgeois, il a toujours des réticences. C'est normal parce que il n'a pas certaines sécurités ou ils connaissent pas. Parce que plein de personnes, quand j'ai signé ou que même à l'heure d'aujourd'hui, j'entends, ouais, mais pourquoi Luxembourg? Ouais, mais c'est pas un bon niveau. Non, non. Certains pensent ça, mais ils savent pas parce que ils jugent sans savoir. Et ça, c'est malheureux, mais c'est la plupart des personnes qui ne connaissent peut-être pas le vrai football. Il faut y être pour comprendre et pour voir. Parce que moi, quand j'ai signé justement au Luxembourg, avant ça, j'étais pas comme eux, mais j'avais ces réticences-là. Je me suis dit, ouais, pourquoi si, je suis pas trop chaud. Nan, nan, nan. Et au final, j'ai pris ce risque-là parce qu'il faut prendre ce risque-là parce que je viens de Marseille. Je suis à l'autre bout du monde. Pour moi, c'est l'autre bout de la France parce que le sud et le nord, voilà, on est, ouais. Pour moi, c'est le nord-nord, même si c'est pas, non, c'est l'est. Non, non. Pour moi, c'est le nord Ouais, par c'est sûr. rapport au temps, tout ça. Donc, c'est un changement climatique déjà conséquent. Et prendre ce risque-là de partir loin de sa famille, loin de ses amis. Je l'ai déjà fait en Angleterre, donc on va dire que j'étais habitué à ça, donc ça ne me dérangeait pas. Mais certains, peut-être, ont plus de mal justement à se détacher de leur Ouais. cocon familial, de leurs amis, de leurs habitudes, pour justement pas prendre ces risques-là, mais moi, j'ai pris ce risque et je ne regrette pas à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai évolué, j'ai signé dans un club qui jouait le maintien. Au final, même dans ce club-là, j'ai fini joueur de la saison, enfin dans l'équipe type de la saison, les 2 années où j'ai été dans ce club-là. J'ai été recruté par le club où je suis actuellement, qui a fini deuxième, et donc j'ai pu jouer une Coupe d'Europe, une expérience incroyable. Et à l'heure d'aujourd'hui, enfin, on a gagné justement la Coupe l'année dernière du Luxembourg. Donc, on a joué dans le stade du Luxembourg. C'était un super souvenir et franchement, je ne regrette pas du tout. Et à l'heure actuelle, on est en liste pour être champion, dans une qualification directement pour la Ligue des Champions, pour les barrages. Et on sait qu'on va faire au minimum 3, 4 matchs de Coupe d'Europe, ce qui n'est pas négligé. Donc, ce risque-là, il faut le prendre. Et ça peut marcher comme ça peut pas marcher, mais dans le foot, malheureusement, il faut prendre des risques. Et à notre niveau, si on veut se donner tous les, le droit de rêver le maximum possible, il faut prendre ce risque-là. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pris et je le regrette pas. Donc voilà. Ah, c'est ouais, c'est incroyable le partage que tu donnes. Et puis même, tu vois, tu parles du niveau. Alors en effet, tu as des clubs de Luxembourg qui sont de niveau N2, N3. Donc en effet, tu peux avoir des moqueries bon, vers ta part en disant ouais, mais tu vas jouer dans un championnat super faible. Et malgré tout, peut-être avoir le niveau d'une Ligue 2, d'une nationale dans le club dans lequel tu es. Donc on va dire Ligue 2. Mais toi, tu as la chance de jouer la Coupe d'Europe. Alors certes, vous n'êtes pas. Tu es dans une première division, mais qui vaut une Ligue 2 ou une nationale. Mais toi, tu vis des expériences que des gars qui forcent en national
en Ligue 2 où la concurrence, mine de rien, est peut-être plus forte ou non d'ailleurs, par rapport au Luxembourg, mais toi, tu vis des expériences de ouf, quoi. Par cette prise de Ah, risque. ben c'est ça justement, parce que certains qui disent, ouais, le niveau, c'est pas ça. Mais venez, parce que dans n'importe quel championnat, c'est difficile de s'adapter. Ouais, Parce qu'on on l'a vu et il y a des exemples qui montrent que c'est le cas. Par exemple, le cas Ryan Phillips, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est un joueur qui était en France, justement, je crois qu'il jouait en national à Toulon, je crois, où ça avait pas, en gros, ça n'avait pas fonctionné, entre guillemets. Il a pris le risque de venir au Luxembourg, à Esperange, un top club aussi. Et ouais, la première année, le temps d'adaptation, ça s'est pas bien passé. Ça s'est bien passé, il jouait pas trop. À fin de saison, il s'est rattrapé sa première année. Il commençait à marquer tout ça, mais c'était pas ça. Et la deuxième saison qu'il a fait, il a été ultra performant. Il a marqué je sais pas combien de buts et je sais pas combien de passes décisives. Et actuellement, il a signé en D2 en Allemagne. Pourquoi? Et pourtant, ce joueur-là, je pense qu'il avait le niveau d'un national, peut-être d'une Ligue 2, peut-être. Je ne l'ai jamais connu personnellement, je n'ai pas joué contre lui en France. Mais justement, on se dit, il va signer là-bas, il va tout exploser la première année. Ben non, justement, au contraire, il ne s'est pas adapté. Enfin, il a mis du temps à s'adapter. Donc, ça rentre dans les facteurs du footballeur de justement franchir justement un autre cap pour s'adapter rapidement dans un championnat parce que c'est une nouvelle culture, c'est un nouveau ouais. fonctionnement par rapport à la France. Et au final, la deuxième année, il a explosé. Et là, voilà, il explose. Et même, je regarde de temps en temps, il explose en Allemagne aussi. Donc, tant mieux pour lui. Et c'est ça que les gens ils comprennent pas. C'est que oui, peut-être que tu as un certain niveau en France, peut-être que tu as le niveau de jouer même en Ligue 2, en Ligue 1, bien sûr. Mais on sait que la France, c'est quand même un, un paramètre qui est vraiment bloqué par Ouais. rapport aux opportunités qu'on peut avoir. Moi, je l'ai vu par rapport à mes saisons en National 2, tout ça. C'était quelque chose que, oui, on est bon, mais est-ce que la visibilité, est-ce qu'elle est vraiment bien? Est-ce que l'opportunité qu'on peut avoir pour franchir un palier supplémentaire, est-ce qu'on peut l'avoir? Alors oui, il faut ce facteur chance, mais pas tout le monde a ce facteur chance. Et le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que n'importe où vous êtes, si vous n'avez pas le facteur chance, déjà, c'est compliqué. Et même si vous ne prenez pas des risques, que ce soit d'aller dans un niveau inférieur, justement, pour peut-être être plus performant au niveau statistique, niveau performance, pour justement sauter plus haut après, ben, il faut peut-être que les personnes pensent différemment. C'est ce que j'ai fait moi personnellement. Je ne me suis pas dit je vais aller au Luxembourg, je vais régresser. Non, au contraire. Moi, je sais ce que je vaux, je savais ce que je veux aller. J'avais pas besoin qu'on me le dise, ouais, tu mérites ça. Oui, on me le dit souvent. Même quand j'ai signé au Luxembourg, on m'a dit, ouais, tu mérites. Ok, d'accord. Ben, trouve-moi mieux alors. Ouais, Ben, ouais. le truc, c'est que bien sûr qu'on mérite mieux, mais ben, pourquoi j'y suis pas? C'est parce que c'est le destin ou parce que il manque encore certains détails pour justement franchir encore un palier supplémentaire. Et je suis allé au Luxembourg et j'ai flambé, j'ai eu la chance de flamber directement quand je suis arrivé. J'ai eu la chance justement d'avoir justement un club qui m'a recruté par rapport à mes performances et que forcément, voilà, je vis quelque chose d'incroyable en ce moment, même depuis que je suis arrivé ici et je ne regrette pas du tout ce choix-là. Donc, même certains, il y a un autre joueur, un autre exemple qui joue à Dudelange il y a 3 ans, qui joue actuellement au FC Metz. Ah oui, d'accord. Il est parti à Bastia, Van der Kerkhoff, il est parti à Bastia, il a flambé. Il y a plein, franchement, dans notre championnat, il y a de super joueurs. Il y a de super joueurs. Et je pense que ça va encore prendre une plus grande ampleur, je pense, dans les années à venir. Mais Ouais, c'est une je pense que les gens, ouais, opportunité. c'est une opportunité géniale parce que les gens, tant qu'ils sont pas dedans, ils peuvent pas juger. Mais même si les personnes jugent quand même sans savoir. Ouais, non, mais t'as Donc, raison. Enfin, tu en as parlé, hein. Alors, un facteur chance, oui, mais tu l'as poussé. Très clairement, c'est une prise de risque. Et là, oui, t'as ta chance. Parce que tu la pousses à un moment donné, hein. Parce que moi, j'en sais beaucoup. Ils me parlent du facteur chance, parce qu'ils ont vu ça sur des vidéos YouTube et tout. Mais ils pensent que ça tombe. Non, c'est pas ça, la chance. La ah, chance, ça ça. se provoque. C'est vrai que la chance, ça se provoque. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont eu plus Ouais, de t'as. chance que d'autres, c'est vrai. Parce que quand certaines personnes peuvent se comparer à d'autres joueurs qui se disent, ouais, mais pourquoi lui, pas moi? Il y a ce facteur-là, c'est vrai, les facteurs chance, mais
La chance, ça se provoque. Alors oui, il y a des facilités à avoir parce que faut tomber, on m'a toujours dit, faut tomber au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Oui, c'est vrai. Mais si ce truc-là, ça t'arrive pas, tu fais quoi? Ouais, Tu ouais. restes là toute ta vie et tu attends que, et 30 ans après, tu diras, bah, j'attendais cette personne-là au bon moment, au bon endroit, elle n'est pas venue. Va ailleurs la chercher au pire. Va Ouais. dans un autre endroit, va un peu dans un niveau inférieur, prends des risques, fais des choses, regrette rien, fais tout. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, c'est le destin. Donc, pour moi, le plus important, c'est la santé, ta famille, le reste. Si tu peux vivre de ta passion à n'importe quel niveau, que ça soit niveau amateur, niveau semi-professionnel, niveau professionnel, c'est bénéfique. Si tu aimes vraiment le foot, si tu es vraiment un passionné, quoi que tu fasses, si tu vis de ta passion à n'importe quel niveau là, tu es satisfait de toi-même. Après, bien sûr que tout le monde veut franchir ces paliers-là. Moi, le premier, c'est normal. Moi, je suis un compétiteur. Moi, par contre, je suis un grand passionné de foot. J'adore le foot. Ouais. Sans le foot, je suis pas bien. Sans le sport, je suis pas bien. Je regarde tout le temps les matchs. Je suis un vrai passionné. Mais je me dis, si je vais plus haut, tant mieux. Je sais que je le mérite, moi. Je le sais. Mais si au final, mon destin fait que je dois rester au niveau où je suis très satisfait du niveau où je suis et je suis très satisfait de ce que je suis en train de vivre. Après, c'est les personnes qui sont en train de... C'est l'interprétation de chacune des personnes. Chacun a sa vision de voir les choses, chacun a sa vision de construire sa vie. Et voilà, l'essentiel, c'est que de se retrouver heureux à la fin de sa vie, d'être heureux au moment présent et d'aimer ce qu'on fait. Parce que c'est quand même un privilège de vivre de sa passion. Alors que certaines personnes, même si c'est des 1200 euros, des 1500 euros, il y en a qui se lèvent le cul tous les jours pour aller travailler, qui se lèvent le matin pour faire des métiers qu'ils ont choisis ou non, et Ouais. qu'ils ont ce salaire-là. Alors, certaines personnes, parce que je sais que c'est à peu près la tranche de salaire dans le niveau national 3 national, c'est à peu près ça, même s'il y en a qui peuvent payer plus, d'autres un peu moins, qui ont des avantages, il faut profiter de ces avantages-là, parce que moi, je me suis toujours dit, n'importe quel salaire que je touche, c'est bénéfique pour moi. Parce que je suis pas en train, on va dire, de transpirer ou de m'abîmer le corps ou de m'abîmer la santé en me levant à je sais pas quelle heure du matin, en rentrant à je sais pas quelle heure le soir et en faisant toute une journée un travail qui est conséquent. Là, on a la chance de jouer au football, de toucher quelque chose par rapport au football et on sait qu'il y a énormément d'ouverture extra-sportifs dans ces clubs-là, qui peuvent te trouver un travail, qui peuvent te trouver une maison, qui peuvent te trouver une voiture ou plein Ouais. d'arrangements. Et je trouve que ça, toutes les personnes le négligent parce que tout le monde veut arriver en Ligue 1, être comme Mbappé, comme tous ces joueurs-là. Bien sûr, moi le premier, c'est réel. Mais il faut se dire que actuellement, c'est une chance d'être là où vous êtes parce que vous touchez quelque chose que les autres ne touchent pas et qu'ils n'ont pas cette chance-là. Donc, Ouais, j'en discutais hier avec le jeune avec qui je faisais une interview, qui est quand même plus jeune que nous deux. Et tu vois, il a évolué en quatrième division d'Allemagne. Et moi, je lui ai dit, tu te rends compte quand même que tu fais partie peut-être des 10-15% des meilleurs joueurs en Europe, quoi, du 20%. Il y en a tellement derrière toi, quoi, c'est ouf. bien Donc, sûr, c'est déjà Enfin, je te le dis, c'est un régal, parce que je suis totalement aligné avec ce que tu dis. Et je me régale de t'avoir en interview. Très clairement, j'aime bien ta philosophie. c'est Euh, gentil. Parce que ouais, je suis aligné avec ça et ça surprend des fois. Bah ouais, il faut s'ouvrir en fait. Parce qu'ils sont tous, hein, moi, tous les jeunes ou moins jeunes, hein, parce qu'encore 23-24 ans, normalement, tu devrais être un peu plus mature. Il y en a, c'est que les cinq grands championnats, quoi. Je dis, mais. Et c'est Et pour le ça problème, c'est que, contacté toi, j'en ai contacté plein d'autres qui sont en Finlande, qui sont aux États-Unis et qui kiffent. Tu vois, j'en ai discuté avec. Alors, il veut pas faire d'interview, mais tu vois, il a, je crois, 31 ans ou 30 ans. Il a arrêté sa carrière. Il a joué en deuxième division ou troisième division belge. Et il a dit, en fait, au départ, je voulais aussi être une superstar comme tous les jeunes, hein. Et j'ai vécu des moments pendant 6 ou 7 saisons en Belgique. Il a dit, je suis une superstar dans la localité. En fait, c'est tout ce que je voulais. Et le gars, comme il bien sûr, m'expliquait, il va dans un restaurant,
il n'a pas besoin de réserver. Et il m'a dit, c'est des petits détails, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais en fait, moi, ça me suffisait. Voilà, je suis super heureux, quoi. Sûr, ça dépend de la vision de certaines personnes. Parce que justement, ils ont trouvé leur bonheur ailleurs que là où ils étaient. Et c'est l'essentiel. Tant du moment où tu es heureux dans ce que tu fais, n'importe, même si tu fais pas du foot, tant que tu aimes ce que tu fais, c'est un privilège. Parce que maintenant, on sait que plein de personnes n'aiment pas ce qu'ils font dans la vie. Je parle en travail, dans la vie de tous les jours. Et ceux qui ils ont vraiment cette chance parce que pour moi, c'est une chance d'aimer ce qu'ils font, faut en profiter le plus longtemps possible. Alors oui, ceux qui te disent oui, mais pourquoi moi j'ai pas envie d'aller là-bas parce que le niveau. Non, c'est pas vrai. Pas vrai parce que tu te mens à toi-même. Pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui se mentent à eux-mêmes. Ouais. Au bout d'un moment, et alors peut-être qu'ils sont très heureux là où ils sont, qu'ils n'ont pas envie de se prendre ce risque-là, et tant mieux pour eux. Parce qu'il Ouais. y en a vraiment que j'ai énormément d'amis qui jouent dans les National 2, National 3, National 1, Ligue 2, mais qui me disent qu'ils sont contents de là où ils sont. Alors oui, ils veulent aller, c'est normal, mais ils sont heureux à ce moment-là. Mais tant mieux pour eux, je suis super content, n'importe quel niveau. Même j'ai des joueurs qui jouent en régional, en départemental et qui sont heureux. Tant Ouais. qu'ils sont heureux, c'est l'essentiel. Chacun trouve son bonheur. C'est tout ce qui compte. Après, maintenant, ça dépend des personnes si ils veulent changer un peu plus leur train de vie ou pas. Mais pour respecter les choix de chacun et tant que tout le monde est heureux, tout va bien. Ouais, je suis ouais, totalement OK avec toi. Donc c'est ouais, un super partage. T'as du temps ou pas? Parce que je vois Oui. qu'on... Ouais, t'as du temps. Ouais. Bon, bah, j'en ai aussi, hein. Moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Donc là, je me régale. Donc ouais, toi, si tu devrais un peu résumer je sais pas, ta vie quotidienne. Alors, encore une fois, cette question, elle est précise et à la fois, elle peut être assez vaste. Je te laisse la gérer comme tu veux, t'adapter comme tu veux, parce que tu as dit en plus tu t'adaptais bien. Voilà, vie quotidienne au Luxembourg, qu'est-ce que c'est? Comment tu le vis? Je dis n'importe quoi, c'est des trucs qui me viennent. Est-ce que justement, on a parlé des différences de niveau, mais là au Luxembourg, tu vis un truc où tu es le numéro 10 de l'équipe, donc tout le monde, tu sors dans la rue, ouah, c'est Guillaume qui sort, ou des trucs comme ça, je dis n'importe quoi. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Les côtés moins cool, les côtés super cool, justement, comme tu le partages depuis tout à l'heure. Voilà, quelle est la vie d'un footballeur professionnel dans ce club-là au Luxembourg? Ben, c'est pas l'euphorie comme justement, ah, je sors dans la rue, on me reconnaît. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça parce que c'est un championnat qui va dire qui est assez discret, même dans les affluences, dans les stades et tout. On fait partie des plus grandes affluences dans les stades, mais ça reste très discret. C'est pas des personnes comme dans les grands championnats européens ou dans les grands championnats. Ah, c'est lui, non, non, non. Après, c'est un pays très petit, donc tout le monde se connaît. Donc, par exemple, dans le milieu du football, tout le monde se connaît. Moi, je pense que tout le monde à peu près me connaît parce que ça fait ma quatrième année que je suis dans le pays. Donc après, tu fais vite le tour par rapport, ça parle vite. Donc tout se sait et le monde est petit. Donc, vu que le pays est très petit, ça se sait encore plus vite. Donc, moi, mon quotidien, il est banal parce que moi, je suis quelqu'un de très normal à la base. Moi, déjà, je vis à la frontière, donc à la frontière française. Donc, j'ai une demi-heure pour aller à mon stade. Il y a certains autres joueurs qui travaillent dans mon club, travaillent à côté, certains d'autres non. Donc, nous, on peut s'entraîner, par exemple, le matin, on double. On double les entraînements. Ça dépend du match, ça dépend du coach, ça dépend de plein de choses. Et mon train de vie, moi, personnellement, si j'ai l'entraînement, j'y vais le matin. Sinon, je vais tous les jours à la salle de sport. Parce que je suis quelqu'un qui fait énormément attention à moi, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans le sommeil, dans l'hygiène de vie et dans la musculation hors foot. Donc, je fais ça. Je prends le temps de prendre soin de mon corps. Ensuite, ben, je rentre chez moi, je mange, je fais ma petite sieste et après, je vais à l'entraînement. Et voilà, et ça se répète tous les jours. Et voilà, et après, quand j'ai un peu de temps libre, je profite un petit peu avec ma copine ou seul, ou ça dépend un petit peu du temps que j'ai. Mais sinon, ouais, un quotidien assez normal. Bon, pas pour certains, parce que j'en connais plein d'autres qui font pas attention à côté. Mais moi, j'ai trouvé cette ligne depuis que je suis tout petit. Et on va dire, une passion hors foot.
de faire du sport, de faire attention à moi, parce que je trouve que déjà pour le foot, c'est ultra important, déjà pour être performant, de faire attention à son corps. Mais même moi, je me sens pas bien quand je fais pas de la musculation, par exemple. C'est mon ressenti, c'est ma drogue, en fait. On va dire que T'as raison. c'est mon besoin, c'est vital pour moi. Et donc, j'en profite tant que je peux en faire. Et justement, pour agrandir mes chances de prolonger ma carrière, entre guillemets. Donc, j'en profite. Et voilà, donc voilà mon quotidien à peu près, ce qui se passe. Ok. Du coup, vous vous entraînez tous les jours au moins une fois et justement, comme tu le disais, selon l'organisation, tu peux avoir deux fois. Ouais, c'est ça, on s'entraîne à peu près tous les jours, sauf aujourd'hui justement que on est libre, bon, après on arrive dans la fin de saison, mais la plupart du temps, on s'entraîne justement tous les jours, on double des fois le mercredi ou le jeudi, au début c'était ça, maintenant on fait un peu moins par rapport au volume de fin de saison, et voilà, match tous les week-ends, comme d'hab, des fois le samedi, des fois le dimanche, et là on va jouer lundi soir, donc ça dépend des échéances qu'on a par rapport au match. Début de saison, et puis si vous allez loin en Europe, le mercredi ou le jeudi, quoi. Ben, le truc, c'est qu'on n'a pas de vacances, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'on reprend très tôt par rapport à cette Coupe d'Europe-là, parce qu'on fait les barrages. Ben, moi, par exemple, quand je suis parti de mon club d'Ostert, justement, j'ai joué les barrages de maintien. Donc, c'était une semaine après la fin de championnat. Donc, en gros, c'était à peu près, c'est vers le 25 mai, notre dernier match. Donc, j'avais joué ce match-là le vendredi d'après, donc une semaine après la fin de championnat. Et entre-temps, je signais dans mon nouveau club qui était européen et qui jouait les barrages de Conference League, qui reprenait le 6 juin. Pas mal. C'est ça, 6 juin. Ou 7 juin, ou ouais, 8 à peu près. Donc j'ai eu une semaine et demie de vacances, sachant que rentrer à Marseille, je suis obligé. Parce que je vois jamais ma famille, je vois jamais mes amis. Donc au final, Marseille, limite, c'est devenu mon endroit de vacances. Alors que non, j'ai pas envie de rentrer à Marseille pour des vacances parce que c'est chez moi et Ouais. voilà, même si ça me fait super plaisir de rentrer pour voir ma famille et mes amis, mais voilà, c'est ces petites anecdotes où on a très peu de vacances. C'est des petites contraintes, mais je regrettais pas parce que je suis dans un club, que je joue la Coupe d'Europe. Au final, on a repris très tôt parce que les matchs, je crois que c'était en juillet, je crois que c'était le 7 et le 14 juillet, je crois que les premiers tours, c'était ça. Donc on reprend très tôt comparé à un championnat normal qui reprend justement la plupart des équipes, même en Ligue 2, je crois qu'ils reprennent fin juin. Donc, en Ouais. gros, c'est- ça fait un mois et quelques de vacances qui est correct. Et là, pareil, justement, si on est. L'année dernière, justement, on a gagné la Coupe, qui était une semaine après la fin de championnat. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on est rentré au tour suivant, on est rentré au second tour de Conference League, mais quand même, on a repris, c'était le 10 juin. C'est Ouais. très tôt. Bon, j'ai pu partir un peu plus en vacances parce que j'avais un peu plus de temps, mais voilà. Et là, pareil, cette année, bon, là. Ils ont changé les dates de coupe, parce que ça se fait avant la fin du championnat, les finales de coupe. Donc, bon, on n'est pas qualifié, mais du coup, ça, on va dire, ça avantage certains, parce qu'au final, ils peuvent partir plutôt en vacances. Et nous, je pense que si on est qualifié pour les barrages de Ligue des Champions, pareil, on va reprendre le 8 le 8 juin. Ouais, le 8 juin l'entraînement. Donc, c'est très tôt. Donc, bon, C'est clair. c'est les inconvénients, mais je regrette pour rien au monde de reprendre tôt pour participer à ces souvenirs que de jouer des matchs de Ligue des Champions, de jouer des matchs de Conference League, d'Europa League, Ça me paraît c'est évident. incroyable. Donc, franchement, Ah, incroyable. Ok. Bah, super. Et du coup, pour toi, donc si on fait un retour en arrière ou pas, hein, mais qu'est-ce qui a fait que tu atteignes bah, je vais associer les deux questions parce qu'à vrai dire, ça se ressemble un peu. Qu'est-ce qui a fait, excuse-moi, que tu atteignes cette situation-là aujourd'hui, là, le fait que tu sois bah, malgré tout footballeur professionnel au Luxembourg? Et est-ce que c'est voilà, particulièrement une chose qui t'a fait passer un cap selon toi à un moment donné dans ta carrière, jeune carrière de footballeur ou non? ben, je pense que personnellement, j'étais une personne, on va dire, mature très rapidement. On va dire dans le sens où, vu que je suis parti très tôt de chez moi, j'ai su avoir cette indépendance et cette autonomie que peu de joueurs, peut-être pas tout le monde peut l'avoir. Et j'ai juste chance, on va dire, de partir tôt, donc j'ai dû me débrouiller.
par moi-même, être loin de ma famille, de mes amis. Donc, au final, ça m'a fait mûrir plus rapidement, je pense. Et niveau footballistique, je pense que quand après tu passes certains caps, quand tu prends des risques de partir n'importe où, je pense que mentalement, il faut être prêt. Et moi, mentalement, je l'étais déjà parce que partir, j'ai même pas hésité une seule seconde de me dire, ah, je vais quitter ma famille, ça va, l'adaptation, non, parce que j'étais déjà préparé à ça. Alors, bien sûr que j'ai ce manque-là, comme toute personne humaine sur Terre, de ne pas avoir sa famille à côté, ses amis, ça fait toujours quelque chose. Mais on va dire, j'ai ce recul-là, je sais que mentalement, j'arrive à faire la distinction entre les deux. Et donc, ça, on va dire, ça m'a permis de m'adapter rapidement là où j'étais, quoi, au Luxembourg, du coup. Et sur le terrain, je pense ce qui est le plus important et ce qui m'a fait prendre, on va dire, une étape un peu plus supérieure à ma progression, je pense que c'est la régularité. Je pense que la régularité, elle est primordiale dans le foot. Donc, l'enchaînement de matchs, c'est très important de jouer. Il faut jouer le plus de matchs possible en faisant les meilleures performances possibles aussi. Mais je trouve de jouer énormément, déjà, ça me trouve de la visibilité. Physiquement, tu progresses énormément. Et niveau confiance, que ce soit avec tes qualités physiques ou techniques ou le reste, ça s'entraîne parce que l'entraînement, pour moi, il y a rien de mieux. Mais le vrai entraînement où tu progresses réellement, c'est en match. Oui, c'est Et les sûr. matchs ont énormément évolué parce que déjà, nous, dans notre championnat, chaque match est totalement différent. On peut avoir de la facilité de jouer contre le top du pays et on peut avoir un match galère, même limite de le perdre contre une équipe qui joue le maintien parce que c'est totalement différent. Et même, on sait l'état d'esprit c'est comme une Coupe de France. Une équipe qui joue le maintien contre une équipe qui joue l'Europe, la motivation, elle est totalement différente. Donc, on va dire que et c'est ça qui est important. Donc, pour moi, le meilleur entraînement, c'est en match. Donc, justement, d'avoir cette régularité-là, d'être performant, parce que c'est bien beau de faire un ou deux bons matchs, mais si après, les trois d'après, tu fais pas un bon match, et ben, au final, ton évolution de la saison, elle est en dents de scie et c'est pas correct. Et je pense que sur ces points-là, j'ai été, on va dire, assez mûr pour prendre conscience qu'il fallait que je progresse dans ma régularité de mes performances et ma répétition de match. Donc oui, c'est pour ça que je fais encore plus de attention à moi, à mon corps, parce que après, on va commencer à arriver à un âge où justement ton corps, il va commencer un petit peu à baisser de régime. Donc faut mettre le maximum d'atouts possible pour faire ces performances-là. Donc, c'est ce qui me réussit actuellement. J'espère que ça continuera comme ça le plus longtemps possible. Mais voilà, je pense, mes axes qui sont très solides par rapport à ce niveau-là. Très bien. De toute façon, il y a que toi qui sais. Donc, très intéressant de parler de la régularité. Très, très bien. Et selon toi, quel est... alors, manifestement, tu n'as pas l'air de l'avoir commis, ou peut-être que tu as failli, mais la pire erreur qui peut tuer une carrière, peut-être un ami que tu as vu, ou peut-être un retour d'expérience, ou par rapport à toi, à ce que tu ressens, quel est vraiment, ou un cumul, hein. Cette chose plus ça fait vraiment le truc, tu peux dire merci, au revoir, quoi. Ah, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte par rapport à ce contexte-là, parce que déjà, bon, même si c'est pas voulu, mais les blessures, déjà, ça peut vraiment bloquer un joueur, ça peut le stopper dans son élan. Ouais. Mais malheureusement, ça, après, il y a des blessures qui peuvent être évitées. Voilà, c'est une hygiène de vie. Après, il y a des blessures qu'on peut pas éviter, malheureusement, c'est le destin, c'est comme ça, c'est triste. Après, je pense que c'est le comportement aussi. Ouais. Le comportement, que ça soit dans le club, de respecter ben, justement les consignes qu'il y a en place, les joueurs, le staff, tout ça, parce avec un mauvais comportement, j'ai reçu un appel, hop, allô? Ouais, c'est bon? Tu m'entends? C'est bon, je t'entends, ouais. Ouais. Parce que j'ai eu un appel. Et ces critères-là, justement, peuvent vraiment être dérangeants dans une carrière sportive parce que si on respecte pas le club où on est, ben, ça peut nous mettre
les bâtons dans les roues. Après aussi, ça dépend des personnes autour. Je pense que c'est l'entourage. L'entourage, pour moi, le point négatif, parce que je suis quelqu'un, j'ai connu le championnat français, j'ai connu un petit peu le vivier français. Je pense que c'est l'entourage. Bon, après, je pense que dans le foot, c'est partout pareil, ça, c'est l'entourage. D'écouter les mauvaises personnes, de jamais se remettre en question, de se voiler la face, parce que il y a plein d'exemples comme des joueurs qui sont dans le déni, par exemple, par rapport à leur performance. Et moi, ah oui, ça aussi, qui était un point très important dans ma progression, je suis quelqu'un d'autocritique. Ouais, Donc, j'ai cette faculté à me juger, juger mes performances. Parce que j'ai pas besoin qu'on me dise j'ai fait un bon match ou j'ai pas fait un bon match. Je le sais après mon match, si j'ai fait un bon match ou pas un bon match. Alors moi, je regarde tous les jours, enfin tous les soirs après mon match, le match en replay, ouais, c'est pour bon. justement voir, parce que des fois, on a une vision sur le terrain qui est différente par rapport à la réalité. Et justement, ça, on va dire que je me remets beaucoup en question. Par exemple, je sais ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien. Et malheureusement, peu de personnes ont ce sens de l'autocritique. Et justement, ils se voilent un petit peu la face parce que aussi, ils écoutent des mauvaises personnes. Et pour moi, les vraies personnes qui t'aiment vraiment et qui veulent vraiment ton bien te disent la vérité, que tu sois bon ou mauvais. Ça ne veut pas dire que la personne, elle t'aime pas ou tu vas partir en dispute avec cette personne. Non. Mais si elle t'aime vraiment, elle te dit la vérité, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de bien. Moi, mon père, même si je fais un super match, il va me dire ce que j'ai pas fait de bien. Parce que il sait que je peux faire mieux. Sur ce point-là, par exemple, j'ai fait un super match, j'ai raté une passe comme ça. Et je la rate pas normalement. Mais il va me le dire pour justement, je vais travailler sur ça, que je vais plus le faire le prochain match. Et c'est ça qu'on va dire qui est important, c'est l'entourage des personnes, parce qu'on le voit même, les joueurs, les top joueurs à un niveau qui, à mon avis, qui enchaînent tous les 3 jours. C'est une hygiène de vie, elle doit être irréprochable pour éviter les blessures, pour éviter les contre-performances. Et si justement ils ont une mauvaise hygiène de vie, il y a plein d'exemples, même en professionnel, alors qu'ils ont tout pour eux, il y en a qui n'arrivent pas à avoir une bonne hygiène de vie. Mais je pense qu'aussi le cocon familial, que ce soit relation privée avec ta copine, ta famille, ta femme, tes enfants, je pense que c'est très important aussi pour un footballeur, entre guillemets, pour avoir sa stabilité. Parce qu'on sait que aller à droite à gauche, sortir avec ses amis à droite à gauche. Après, il y en a qui réussissent comme ça. Attention, chacun est différent. Chacun a besoin de, on va dire, de ses habitudes. Moi, j'ai eu cette habitude-là de faire comme ça. Je sais que, par exemple, demain, si je fais la fête tous les soirs, je vais être nul. Je vais être nul sur le terrain. Mais il y en a, s'ils font la fête tous les soirs, ils vont être super forts. Il y en a, à l'effet inverse, s'ils sont tranquilles tous les soirs, ils vont être nuls. Mais chacun est différent. Donc, c'est ça qui est beau aussi, parce que chaque personne est différente. Donc voilà, mais ouais, je pense que l'entourage, c'est un facteur important quand même pour avoir des bonnes performances et d'enchaîner les rencontres. Et voilà, donc je pense que ça aussi, ça rentre en compte. Ok, bah, très bien. Si on parle un petit peu, puisque moi j'accompagne uniquement des milieux de terrain, quelles sont les qualités selon toi d'un bon milieu de terrain? Toi, tu joues un peu plus dans l'axe en plus offensif, non? Ouais, mais après, moi, je suis à peu près polyvalent. J'ai commencé en 6, après j'ai évolué en 8, après sur le côté, lié un peu 10. Je suis polyvalent, ça Ok. dépend. Selon toi, quelles sont, je sais pas si tu dois citer, alors j'aime pas limiter, mais par exemple trois qualités à ce poste-là, ce seraient lesquelles? Mais en fait, il y en a plusieurs, parce que ça dépend déjà 6, 8 ou 10, ça dépend déjà. Il faut avoir un volume de jeu intéressant pour répéter les efforts, parce que attaquer, défendre, pour moi, un milieu de terrain à l'heure d'aujourd'hui, on le voit dans le foot moderne, ça sert à rien juste d'être bon techniquement. Il faut répéter les efforts, il faut être fort physiquement, faut enchaîner les courses. Alors oui, l'aspect technique est très important aussi, mais je pense que pour un bon milieu de terrain, il faut avoir cet aspect-là physique, donc de répétition d'efforts, technique, vision du jeu. Si on est plus défensif, les récupérations de balles, les couvertures. Et si on est à peu près relayeur ou offensif, bah, d'avoir une bonne vision de jeu, d'être justement d'être l'animateur
d'être un créateur pour ton équipe, parce que ton équipe, peut-être, elle peut être en difficulté, mais justement, on a besoin des leaders techniques. Donc, la plupart des milieux de terrain font partie de ces leaders-là. Donc, apporter cette petite touche technique, forcément, ils ont besoin dans certaines phases du match. Et après, ben, si tu peux être décisif, pas décisif, but, ça, c'est la cerise sur le gâteau, même c'est le plus important malheureusement maintenant. Parce Surtout que quand je vois les stats des milieux de terrain là, en Europe cette saison, ah, je me dis que là, on a passé un cap en plus à ce c'est vrai. poste-là. Déjà qu'on demande beaucoup, mais alors là, ils nous ont fait passer un cap. Les Ah, euh, Wirtz, Bellingham ou des trucs comme ça. Alors là, on est vraiment sur. Mais ouais, même, ça, c'est la crème, ça, c'est sûr. mais si tu prends Ça, c'est même la crème. un peu plus bas, tu as des milieux de terrain qui font que de marquer, d'être Oui, décisifs. non, mais c'est dommage parce qu'au final, on enlève un peu cette créativité-là. Ouais, je suis d'accord. Que, au final, on leur demande de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire de base. Parce qu'un milieu défensif, c'est pas à lui d'aller marquer les buts. Mais maintenant, c'est plus important limite de marquer des buts pour un milieu défensif que de récupérer des balles. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je suis un fan de foot, je suis un fan de beaux jeux, et pour moi, chaque poste doit être respecté. Ouais, Pour moi, chacun a son rôle, entre guillemets. Donc, pour moi, un défenseur, il doit défendre. Alors, bien sûr, on va pas s'en priver s'il marque des buts, s'il est force au coup de pied arrêté, au contraire, c'est une force. Mais pour moi, l'aspect maintenant qui prime trop pour moi, c'est les statistiques. Parce ouais, que voilà, il faut marquer, il faut être décisif pour qu'on entende parler de toi. Mais par exemple, moi demain, je marque un doublé, mais j'ai mon milieu défensif qui a récupéré toutes les balles et qu'on n'a pas eu à défendre du match, il va pas être autant mis en avant que moi qui ai mis un doublé. Alors que le mérite, il est pour lui. Parce que grâce à lui, moi, j'ai eu cette liberté offensive. Donc, j'ai fait moins d'efforts défensifs parce que je me suis consacré un peu plus offensivement. Donc, j'ai pu, on va dire, garder de l'énergie pour finir devant le but. Et le problème, c'est que ce mec-là, il s'est levé le cul tout le match et il n'aura pas le mérite qu'un mec a mis doublé. Alors que, mais nous, les joueurs, on le sait. Mais c'est le problème, c'est autour. Par exemple, dans les journaux ou dans les médias ou dans les statistiques. Mais c'est vrai que les stats, c'est important à l'heure d'aujourd'hui pour un milieu de terrain maintenant, parce que c'est très important. Après, pour moi, il n'y a plus de zone, on va dire, il n'y a plus de milieu de terrain défini. Par exemple, le 10, le 8, le 6. Pour ouais. moi, tous ceux qui jouent dans le milieu de terrain peuvent jouer n'importe quelle rotation. Un 6 peut se retrouver 10, un 8 peut se retrouver 6. Et je pense qu'il faut trouver son... Même moins, tu vois, parce que moi, je pense qu'il y a une qualité importante à ce poste-là, mais à tout, même au football en termes général. Et tu l'as dit, alors, hors du contexte terrain, mais je pense qu'il y a une qualité générale que tu as à avoir quand tu es footballeur pro. Et même, même sans être pro, c'est l'adaptation. Tu dois t'adapter. Tu te retrouves Exactement. dans une zone où, je sais pas, toi, à un moment donné, oui, tu es numéro 10 mais tu viens décrocher. Est-ce qu'on va rester côte à côte tous les deux comme à se regarder? Ou est-ce que moi, justement, je vais avoir l'intelligence et l'adaptation pour occuper ta zone, peut-être 5 ou 10 minutes, on s'en fout. Mais si ça doit se passer comme ça se passe comme ça, quoi. Mais je suis d'accord Bien avec toi. sûr, parce que ça dépend des coachs aussi dans la composition ils veulent jouer. Moi, par exemple, mon coach, on joue dans un 3-4-3. Il n'y a pas de 8, il n'y a pas de 10. Moi, je joue soit dans les 3 de devant, mais je l'anime différemment parce que tu as une animation différente. Donc, tu peux te retrouver au milieu de terrain, tu peux te retrouver ailier, tu peux te retrouver. Et c'est ça qui fait notre force. Ou 6. Moi, les deux postes que j'ai joués et qui ne sont pas mes postes de base, j'ai joué 6 et sur le côté, dans les 3 de devant, mais c'est 3 de devant intérieurs, on va dire. Parce Ouais. qu'on est un peu plus intérieur, les 3 devant. 3-4-3 avec les 3 devant vraiment intérieurs. Et moi, je me suis retrouvé à droite. Moi, je préfère aller à gauche. Mais le coach, il m'a dit, reste à droite. Et je suis performant à droite parce que j'ai su m'adapter et que je suis polyvalent. Parce que la plupart des joueurs, et j'en connais beaucoup, ah, vas-y, j'ai pas envie de jouer à droite. Je suis pas bon à droite, je suis nul à droite. Ouais, c'est vrai. Peut-être que tu n'es pas autant bon à droite qu'à gauche, c'est vrai. Mais il faut se réinventer. Il faut se réinventer. Faut s'adapter justement rapidement parce que en professionnel, dans les top clubs, il y a une concurrence monstre. Et si tu n'es pas capable de jouer un poste où le coach te dit, parce que ben, il n'y a pas le choix, parce que sur ce match-là, tu dois jouer là. Si tu n'es pas bon, ben, tu ne joueras pas le prochain match et tant pis. Après, voilà. Et au final, la plupart des joueurs
on va dire, baissent les bras ou se sentent, on va dire, punis de ne pas jouer à leur poste. Mais sauf que dans le foot, il n'y a plus de poste défini. Dans le Ouais. haut niveau, il y a plus de poste défini. On peut jouer n'importe où. Moi, un De Bruyne, je ne sais même pas quel poste il joue. Ah bah ça c'est Alors clair. que De Bruyne, il est incroyable, ce joueur. Il est magnifique. Il peut jouer dans tous les postes du milieu. Il peut jouer sur le front d'attaque. Il est tout le temps décisif. Pourquoi? Parce qu'il se réinvente. Il est trop fort. Et pour moi, on me dit, ouais, il joue quel poste De Bruyne? Ah oui, c'est un milieu, on va dire milieu offensif. Des fois, je le retrouve, il est à droite. Il est milieu droit ou il est dans les deux devant. C'est ça qui est important pour un footballeur à n'importe quel niveau, c'est d'être polyvalent et de s'adapter très rapidement à ce que le coach ou le club joue. C'est ça qui est important. Je suis encore une fois totalement d'accord et se réinventer, ouais, c'est important et de s'adapter. Donc, très, très bien au niveau des qualités. Alors, on est allé sur ce poste spécifique milieu, mais en effet, c'est dans sa globalité. Et comme tu l'as dit, puis c'est pour revenir un petit peu sur ton état d'esprit, t'es titulaire, si on te met arrière gauche au meilleur niveau, sois content parce qu'il y en a qui ne le sont pas, quoi. C'est ça, exactement. Il faut profiter du moment. Du moment où tu es sur le terrain, profite. Déjà, prendre du plaisir. Déjà, c'est le plus important. Pour moi, prendre du plaisir, c'est le plus important. N'importe quel match que tu joues, il faut prendre du plaisir parce que si tu n'as pas le plaisir, ça sert à rien de jouer au foot, déjà. On ne joue pas pour l'argent, on ne joue pas pour être reconnu, d'être sur les réseaux, on s'en fout de ça. Bon, après, il y en a qui aiment ça, il y en a qui sont Il y en a qui sont alimentés plus, par... il y en a qui sont plus acteurs que joueurs. C'est vrai, il y en a. Mais les vraies personnes passionnées, faut prendre du plaisir parce que faut profiter. Tant qu'on peut le faire, faut le profiter. Parce que après moi, je pense que j'ai eu cette pensée-là par rapport après, je relativise beaucoup par rapport à la vie. Parce que je me dis, moi, j'ai cette chance-là de faire ça, et d'autres ont pas cette chance de courir, pas cette chance de faire ci, de faire ça. Donc, on va dire que je profite. Parce que pourquoi? Le coach, alors oui, le coach, il va te mettre à un poste qui n'est pas le tien. Avant, quand j'étais plus jeune, ah oui, ça me faisait chier, vraiment. Je faisais la tête, je boudais, c'est vrai. Mes défauts, c'était la jeunesse. Après, ça fait partie de. Tu apprends de tes erreurs. Ça faisait partie de mes erreurs. Je boudais, je courais même pas, j'avais pas envie de les faire. Et après, au final, quand tu grandis, tu te dis, en vrai, tant que tu joues, casse pas les couilles. En gros, tu joues. Sois content de jouer. D'autres ne jouent même pas au foot. D'autres ne font même pas ça. D'autres ont pas cette chance d'être. Profite. Et après, réinvente-toi. Essaie de regarder des choses qui peuvent te faire progresser, des axes où tu peux t'améliorer. Alors oui, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, il y en a qui sont plus physiques que d'autres, mais bon, pro, tous les petits gabarits là, ils sont trop forts. Pourquoi? Parce qu'ils jouent différemment. Ils vont pas aller, ils sont intelligents. Ils vont pas aller au duel physique avec un défenseur central qui fait 2 mètres et qu'eux, ils font 1 m 60. Et pourtant, c'est eux les meilleurs. Pourquoi? Bah, parce qu'ils se réinventent et qu'ils sont intelligents, tout Ça, simplement. peu plus aux recruteurs français là, qui prennent que des monstres. Ça, encore, je pense que ça va un petit peu mieux. Ah, Mais à pardon. mon époque, où, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait énormément d'essais, notamment à MS, notamment à Reims, partout, partout, partout. Et moi, j'étais quelqu'un de beaucoup plus petit. J'ai grandi un petit peu sur le tas après, mais j'avais un petit gabarit. Au final, c'était très fort techniquement. Manque de gabarit. Pourquoi? Le meilleur joueur du monde, il fait 1 m 50. C'est dingue. Pourquoi? Mais pourquoi en France, là, ça évolue, ça c'est différent un petit peu. Bon, dans certains championnats, que ce soit le national ou il y a quand même des gabarits assez costauds. Mais c'est le foot français, il est physique. Même en Ligue 1 et tout, il est physique. Il est vraiment physique. Mais maintenant, on va dire que les personnes physiques ont un peu plus de technique. Certains non, mais je pense que ça a évolué sur ce côté-là que, on va dire, on peut laisser un peu plus la chance à des gabarits un petit peu plus réduits. Et c'est ça qui était dommage à l'époque parce que manque de gabarit, pour moi, c'était waouh, genre en mode c'est injuste. Ouais, Moi, j'ai décidé d'être comme ça, mais je suis meilleur que. Moi, je me rappelle, ça m'a marqué. J'ai une anecdote, ça m'a marqué. J'avais fait un essai pour le FC Metz à l'époque où j'étais en U13 ou U15, je sais plus. Et on faisait des matchs, tout ça. Et le directeur du centre de formation, je sais plus qui c'était à l'époque, ça a changé, c'était il y a des années. Et qui allait voir mon père, il m'a dit, c'était le meilleur techniquement, ça a été le meilleur, meilleur, mais il manque de gabarit. Ah ouais, pas compris. Enfin,
tu me dis que je suis le meilleur et que, tu vois. Ouais, non. Donc, c'est un peu, c'était un peu la physionomie française de l'époque, mais je pense que ça a évolué sur Bah, certains, certains c'est aspects. pointé du doigt, bah, normalement, notamment quand tu as le documentaire, il y a 6 7 ans sur Griezmann qui sort, où le mec il parcourt la France avec son père et il faut qu'il aille à l'étranger pour jouer, quoi. C'est vrai. C'est dingue, mais c'est vrai, hein. C'est ce il a fait réussir, parce que peut-être qu'il n'aurait pas eu la même carrière qu'il a actuellement, hein. Mais Il a bon, pris des risques, comme toi tu le dis, hein, il a pris il des a risques pris des risques, hein. toutes les Il est semaines parti. à voyager en France. Et à un moment donné, il a pris le plus gros risque de sa vie, à mon avis, dans sa tête. Mais tu vois, encore une fois, pour lui, c'était une évidence, hein. Je suis sûr, quand il était petit, lui, Ah bah oui, c'est ah avec bah moi. oui. Il faut, pour moi, plus tu es jeune, au plus il faut prendre des risques. C'est tout. Après, quand tu grandis, c'est différent parce qu'après, tu commences à avoir une vie de famille, tu commences à avoir d'autres critères qui rentrent en compte. Mais au plus tu es jeune, au plus il faut prendre des risques. Pour moi, c'est un truc qu'il faut faire pour profiter de prendre des risques quand on est jeune. Ok, bah, très bien. Et pour revenir sur cette histoire de statistiques et pour rassurer ceux qui nous écouteront, parce qu'il y en a qui vont s'emballer à se dire il faut absolument que je marque, les vrais connaisseurs du foot, donc les recruteurs, les agents qui viennent vous voir, ils seront ceux qui le méritent, en tout cas, voir vos qualités. Un milieu dev, comme tu l'as dit, qui récupère tous les ballons, un vrai mec qui sait le foot, Bien il va sûr. voir, et normalement, on a quand même au haut niveau des personnes compétentes. Ah, bien sûr. Bah, c'est ça, c'est que malheureusement, certains joueurs se bloquent dans le sens, oh, il faut que je marque, il faut que je sois décisif. Non, c'est pas vrai. Alors oui, si tu peux le faire, fais-le. Bien sûr, ça sera un plus. Mais ne change pas ta façon de jouer, ne change pas tes qualités parce que on te demande de faire ça. C'est pas parce qu'on te dit, ouais, ben, saute par la fenêtre qu'il faut sauter par la fenêtre. Non, il faut le faire parce que ça évolue. Si tu peux le faire, travaille pour justement améliorer ces trucs-là. Mais sinon, garde ta ligne directive. Tu es un joueur défensif, récupère toutes les balles, fais ce que tu fais d'habitude. Et si tu peux mettre quelques buts, ben, ça sera en plus sur ta saison parce que les vraies personnes, déjà les joueurs entre nous et les Ouais. vraies personnes qui regardent autour, ils savent ça. Ils voient, ils sont pas aveugles. Donc, Des joueurs, alors c'est souvent à distance, je regarde plusieurs matchs, ils m'envoient leurs matchs et tout ça. Je parle d'un truc, alors j'ai donné un nom un peu sympa, mais Lorient utilise aussi ça dans leur centre, c'est les super pouvoirs. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es un joueur très costaud physiquement, tu gagnes tous tes duels. On va pas aller t'embêter au départ à faire des trucs que tu sais pas. Impose-toi avec ton super pouvoir et puis terminé. Je fais une vidéo, alors j'ai pris un exemple. Attention, c'est la légende du football français, donc encore une fois, il sait faire beaucoup de choses. Mais je prends l'exemple de Zidane, où de base, c'est un joueur, c'est juste qu'il a une maîtrise de son corps et une maîtrise du ballon incroyable. Il court pas si vite que ça. C'est pas le hmm. plus physique, mais il a deux super pouvoirs, pour moi qui est un seul, c'est la maîtrise de son corps, elle est incroyable. Et en Ah, plus, bah, ah et oui, et c'est il intelligent, bien fait sûr. sa carrière là-dessus. Alors oui, on peut dire encore une fois qu'il est exceptionnel, et ça c'est clair. Je peux même pas imaginer la perception qu'il a une fois sur le terrain, parce que je ne peux pas être dans la tête d'un gars comme ça. Mais ouais, il fait sa carrière sur une qualité. Puis après, oui, il développe Bien d'autres trucs sûr. autour. Après au quotidien, tu travailles justement à disposition dans certains clubs. Tu as des infrastructures ou tu as des méthodes d'entraînement que justement, tu as tout pour progresser le reste de ton bagage. Donc, faut profiter de ça. Faut justement garder ses propres qualités, on va dire individuelles, et après travailler le reste sur le tas parce que ça se travaille au quotidien. Ça ne vient pas tout seul. Il y a des choses qui sont innées, il y a des choses qui se viennent en travaillant. Mais ça viendra tout seul et c'est vrai. Mais le plus important aussi, c'est l'intelligence et le cerveau pour moi aussi, qui est un facteur très important parce que réfléchir des fois avec sa tête au lieu de ses pieds, c'est bien aussi parce que sur certains matchs que malheureusement, on peut, on peut être moins bon techniquement, on peut rater plus de passes que d'habitude, mais mentalement, il faut justement réfléchir à une autre solution. Si ça marche pas ça, à réfléchir à autre chose. Et c'est ce qui est important aussi au haut niveau. Et je pense que la plupart des joueurs au haut niveau, parce que c'est de plus en plus dur au niveau, par exemple un Mbappé, au bout d'un moment, les joueurs, ils savent qui c'est, ils savent comment l'arrêter, ils savent comment le faire s'ils sont à 8 sur lui. Il va pas rester sur sa ligne directive, aller tout droit, il pourra pas. Et je pense qu'il est assez intelligent pour changer son style de jeu et justement
permettre justement d'être autant performant, mais en changeant son style de jeu dans ce match-là. Donc, on Ouais, verra ce soir. Ce ouais, soir, on verra. on va voir Parce ça. qu'aller, il était entre deux, mais on verra ce soir. Mais je pense que ça va le faire. C'est un top joueur. Donc, J'ai dit à mon père à la finale de la Coupe du Monde, peu importe ce qu'il fait, je le critiquerai jamais. Impossible. bah, bien sûr que non. Mais moi, pourtant, il joue à Paris. Hein. Oui, Genre, oui. juste contre l'OM, je l'aime pas. Mais le reste, moi, fan de football, faut ça se plier devant lui. Et il est magnifique. Même Messi, quand il est parti à Paris, Messi, c'était mon joueur préféré. Bon, voilà, ça m'a fait un peu de mal qu'il aille à Paris, mais faut respecter. C'est des joueurs que voilà, tu kiffes regarder jouer. Moi, un Verratti, j'adore le regarder jouer. Ah, moi aussi. Même s'il a une hygiène de vie dégueulasse, mais j'adore le regarder jouer. Pour moi, c'est ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer le foot. C'est des joueurs comme ça. Moi, ce qui m'a fait kiffer le poste du milieu de terrain, c'est Iniesta. Pour moi, Iniesta, c'est mon joueur préféré au milieu de terrain. Trop fort. Et c'est grâce à ces joueurs-là. Et avant, pourtant, Iniesta, c'est pas un mec qui allait marquer, je sais pas combien de buts, hein. Ah non. Mais c'était le meilleur joueur à son poste. Parce que En au plus, final, on parlait pas de ça. on joue Voilà. là-dessus maintenant aussi, parce que tu as une mode. Alors, j'ai l'impression elle va se terminer assez vite, mais tu es beaucoup sur le côté athlétique aussi. Iniesta, il se met torse nu aujourd'hui, il se dit, bah, c'est qui ce gars? Il est ridicule, quoi. En fait, il fait la messe à tout le monde. Et c'est ça, c'est son intelligence de jeu. Parce qu'au final, il sait que il peut pas aller au duel avec certains parce qu'ils sont plus costauds que lui. Mais justement, évite-les les duels. Il a un temps d'avance sur tout le monde. Sa vision de jeu, il regarde, il prend l'info, il lâche la balle et après, avec son aisance technique et voilà, il élimine et il est rarement au contact d'un joueur. Il va pas aller, il sait très bien qu'il va pas aller prendre de vitesse sur le côté un joueur. Il va pas aller, non. Il va revenir, tac, il va faire un petit 1-2 comme il sait faire. Et au final, c'est Iniesta, quoi. Ouais, Trop c'est fort. bon, tu as quand même parlé de la différence assez vite entre les deux pays en termes de niveau. Je sais pas après si tu voudras rajouter des choses là-dessus. Tu as parlé de la culture foot. On va venir sur un point qui revient assez souvent malgré tout, hein, cette question un peu de salaire. Tu as parlé un peu du salaire en N3 pour comparer voilà, avec ce que tu voulais partager justement sur la fait de la chance qu'on a d'être footballeur déjà, premièrement. Mais maintenant, ouais, au Luxembourg. Je pense que là, il y a une grosse différence, manifestement, par rapport à ce que tu as dit entre le dernier du championnat et le premier. Moi, j'ai quelques infos, parce que moi, j'en parle à mes joueurs, parlant qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller faire au Luxembourg. Juste, moi, je parle juste en termes de visibilité, c'est tout. Ah Après, oui, en bien sûr. infos, etc., j'y connais pas, c'est toi qui me l'as partagé là, mais je ne pouvais pas juger sans savoir. Je te coupe. Est-ce que je peux aller juste charger mon téléphone parce que je vais plus Ouais, avoir de batterie. t'inquiète, Je t'inquiète. reviens 2 secondes. J'arrive. T'inquiète. Voilà. Hop. Désolé, j'ai plus de batterie. T'inquiète pas, j'ai du temps. Souvent les après-midi, je suis tranquille, donc ça va. Donc, ouais, tu me disais? Ouais, du coup, par rapport là, à cette histoire de salaire, est-ce que tu as des choses à partager justement sur le Luxembourg pour juste qu'ils aient les infos? Comme on en a discuté en off, voilà, tu réponds. Bah, c'est vrai que c'est très aléatoire aussi par rapport à certains clubs. Par exemple, il y a des clubs qui jouent un peu plus le maintien, la deuxième partie de tableau. Mais je pense que sur la tranche, ça varie. Ça peut partir entre, pour les plus jeunes, 500, 700. Sur les gros clubs, ça va jusqu'à dans les 6, 7, 8, 9 peut-être, avec les avantages qu'il y a autour. Après, comme j'ai dit, certains clubs trouvent un travail, Ouais. trouvent un appartement, trouvent une voiture de fonction, peut-être un travail pour ta femme, pour, euh, Ah, bah oui. pour ça. Donc, après, il y a des contrats de louage, pareil, il y a des contrats déclarés, il y a des contrats, entre guillemets, professionnels. Donc, ouais, c'est assez aléatoire. C'est un championnat qui varie beaucoup. Même en deuxième division, ils ont quand même des moyens et c'est intéressant par rapport à, par exemple, une équipe qui joue en R1. Maintenant, il y en a qui ont un peu plus d'argent, mais de base, moi, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'argent avant. Et là, c'est des clubs où quand même tu peux te retrouver bien parce que si tu prends ce risque-là, tu ne seras pas à la rue.
sur certains clubs, hein. Tu seras pas à la rue, tu retrouveras ta stabilité de vie. Tu peux avoir des avantages, que ce soit financiers, sociaux ou dans le monde du travail par rapport à ce que le club peut te proposer. Et c'est intéressant parce que c'est assez varié. Donc c'est ça qui est intéressant parce que même pour ton après-football, c'est intéressant aussi parce que je pense que si tu es dans un club que tu es bien dans ce club-là, que tu es bien vu et qu'ils t'aiment vraiment bien et qu'ils t'ont trouvé quelque chose après, que tu peux faire une reconversion dans le travail pour moi, c'est des ouvertures qui sont pas à négliger. Donc, c'est assez varié, c'est intéressant. Ok. Est-ce que tu peux alors juste expliquer, parce qu'il y en a qui ne connaîtront pas, qu'est-ce que c'est un contrat de louage? Ben, un contrat de louage, entre guillemets, c'est un contrat qui n'est pas déclaré. Entre guillemets, c'est un contrat pour le club qui, en France, c'est comme des frais kilométriques. Ils le déclarent en frais kilométriques. En France, je sais que il faisait beaucoup ça. Mais ici, c'est à peu près pareil. Alors, c'est un contrat que tu vas toucher une somme d'argent qui, malheureusement, tu ne cotises pas pour ta retraite, pour avoir, par exemple, une sécurité pour chercher un appartement ou pour faire un achat immobilier ou tous ces trucs-là. Donc, on va dire que c'est un contrat qui n'est pas éligible aux yeux de la loi, entre guillemets, mais c'est un contrat qui te rapporte quand même de l'argent. Donc, Ok. c'est pas mal aussi. Pas imposable, on va dire qu'il y a quelques Voilà, c'est ça, entre pourcentages, guillemets. mais c'est instable quand même, malgré tout. Ok. C'est ça. Très bien. Bah, écoute, j'arrive à la dernière question. Après, si toi, tu ressens le besoin de partager autre chose, avec grand plaisir. Quoique, je vais revenir sur un truc, j'ai un peu passé à côté, même si tu as parlé un peu des relations, de l'entourage et tout ça. Parce que moi, il y a souvent, je reçois souvent la question, voilà, mon coach, je sens qu'il m'aime pas, ou ce genre de choses, il me fait pas jouer, il est méchant, enfin, voilà, j'utilise des mots gentils par rapport à ce qu'on peut m'envoyer. Toi qui t'exprimes bien et qui a manifestement une certaine maturité depuis pas mal d'années, du coup, pour toi, à quel point c'est important la relation avec le coach, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il faut surtout pas dire. Après, c'est vrai, et j'aime bien la manière dont tu le dis aussi, parce que c'est ce que je leur dis, ça dépend du contexte, en fait. Si j'ai pas le contexte, c'est compliqué. Mais voilà, de manière générale, est-ce que tu as le droit, malgré tout, dans un club professionnel, je sais pas, je dis, alors, peut-être pas les mots adéquats, mais t'es une grande gueule, justement, faut y aller mollo, ou justement, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Bon, j'imagine que non, mais tu vas nous dire. Ben, après, pour moi, la relation coach-joueur, elle est très importante. Parce que pour un joueur, on sait très bien qu'un joueur en confiance, il est capable de tout. Il est capable de son meilleur. Et un joueur qui n'est pas en confiance, même si c'est le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs, tu n'as pas la confiance, ça va bloquer sur certains trucs, tu auras moins de réussite, tu joueras pas ton vrai football. Et pour moi, les relations, par exemple, de certains joueurs qui disent, ouais, mon coach, il m'aime pas, il me fait pas jouer, si ça. Alors, faut juste comprendre déjà le pourquoi du comment. Parce que c'est trop facile de dire, ouais, le coach, il me fait pas jouer, il m'aime pas. Ou le coach, il me fait pas jouer, donc il est nul. Non. Ça, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs à l'heure d'aujourd'hui qui continuent de penser ça. Le coach, de base, c'est un patron, c'est le chef, entre guillemets. Donc, c'est lui qui fait son équipe. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme dans la vie de tous les jours, ton patron, il te dit de faire ce travail-là. Si tu ne le fais pas, ben, tu es viré. Ben, là, c'est pareil, entre guillemets. Sauf que c'est dans le monde du sport. Donc, il fait ses choix, le coach. On peut être d'accord ou pas d'accord, parce qu'on est tous des êtres humains différents, on a un point de vue différent, et forcément, dans la plupart des clubs, tous les jours, même les Manchester City avec les Guardiola, bon, je pense pas trop avec Guardiola, parce que voilà, mais certains top coachs, tout ça, il y a forcément un joueur qui est pas d'accord avec une consigne ou pas, mais il va pas lui dire devant tout le monde, ah, c'est bon, je suis pas d'accord avec toi, je fais pas ça. Non, je suis pas d'accord. Soit parce que pour moi, la discussion est très importante entre chaque personne et encore plus entre coach et joueur. Si tu n'es pas d'accord avec le coach ou si tu comprends pas quelque chose, pourquoi il fait ça, tu vas voir le coach. Je pense que si tu es une personne normale, tous les coachs sont comme ça maintenant à l'heure d'aujourd'hui, sont très à l'écoute de ce que tu peux penser. Ben voilà, tu échanges avec lui, tu dis ouais, voilà, pourquoi ci, pourquoi ça. Et pareil pour si tu joues pas. Alors si tu joues pas, d'abord, faut se remettre en question, faut savoir le pourquoi du comment. Si tu joues pas parce que ben, tu n'as pas fait des bons matchs, ben, il faut que tu aies
il faut que tu aies ce recul-là de se dire, ah, ben, c'est à cause de moi, pas c'est à cause du coach. Mais malheureusement, encore une fois, ça revient l'autocritique et, euh, et l'entourage. Et forcément, les gens ont passé ce recul-là pour penser ça. Ou alors de se dire, il y a de l'injustice, des fois c'est vrai, il y a de l'injustice, ça arrive dans la vie, c'est dans la vie de tous les jours, j'ai été victime de l'injustice, c'est malheureux, c'est comme ça, tu fais avec. Et des fois où je sais que j'aurais dû jouer, mais parce que ben, pour X ou Y raison, dans mes années précédentes, ben, je ne jouais pas parce que il y avait un joueur, ou il y avait des raisons, pour moi injustes, mais ça fait partie de la vie, c'est l'injustice. Et malheureusement, l'injustice, tu peux pas la combattre. Il faut être patient. Il faut prendre son mal en patience parce que c'est vraiment quelque chose que moi, je déteste dans la vie, l'injustice. Pour moi, c'est quelque chose qui, vraiment, c'est un point qui est vraiment dur à combattre et c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais bon, bref, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc, c'est soit tu t'appuies toi sur ton sort et voilà, ou soit tu prends ton mal en patience et ben, au bout d'un moment, c'est le destin, le vent tourne. Après, là, moi, on m'a toujours dit à chaque fois quand je, parce que moi, je suis quelqu'un de très positif. Par exemple, quand tu vas me dire quelque chose de négatif, je vais essayer de relativiser les choses. Par exemple, on m'a toujours dit, après la pluie vient le beau temps. C'est vrai, c'est toujours vrai. Pourquoi ça arrive qu'aux autres? Ça arrivera à toi aussi. Et le problème, c'est que certaines personnes, à chaque fois, disent, ouais, le coach, il est nul, le coach ci, le coach ça. Le coach, il est comme nous. En gros, dans un match, c'est simple, hein. Et c'est vrai, c'est vrai. Quand on gagne un match, on ne dit pas c'est grâce au coach. On dit c'est grâce à un joueur ou au joueur. Et quand on perd un match, on va toujours dire, eh ouais, mais c'est à cause du coach, il a fait les mauvais choix, il a fait ci, il a fait ça. Alors, des fois, bien sûr qu'il fait des erreurs dans ses choix, des fois, dans le changement, dans la tactique. Mais c'est une personne comme nous, par exemple, nous, on peut faire des erreurs de passe, on peut rater un but, on peut marquer contre notre camp. On ne fait pas exprès de faire ça. On ne fait pas exprès, c'est des erreurs qui nous permettront de progresser plus tard. Ben, le coach, c'est pareil. Il fait des erreurs, peut-être dans ses choix ou dans, mais voilà, faut toujours respecter son supérieur hiérarchique parce que c'est ton chef, entre guillemets. Donc, tu peux avoir ton caractère, grande gueule, tout ça, ça change pas. Après, il y a des mots à pas dire ou il y a on va dire, des pincettes à prendre avec le coach. Tu vas pas lui répondre devant le groupe ou l'insulter devant le groupe parce que tu n'es pas d'accord ou parce qu'il te fait pas jouer. Non, c'est bête. Parce qu'au final, tu peux gâcher ta saison. Parce que après, quand tu te mets à dos un coach, c'est dur de le refaire changer d'avis parce que normalement, un coach te laisse pas mal de jokers, on va dire, parce que ce soit sur le terrain, il peut te laisser beaucoup de jokers parce qu'il y a plein de joueurs qui sont un peu moins bien, mais qui restent pour justement parce qu'il leur donne de la confiance et ça, c'est important. Et, euh, et un coach, c'est comme ça. Et au moment où il a fait un trait sur toi, c'est fini. Genre, et malheureusement, voilà, ben, tu n'as pas respecté ces règles, ben, c'est comme ça. Et il faudra attendre de voir la suite. Mais c'est vrai que un coach, c'est important pour être performant aussi parce que avoir un bon coach, nous, cette année, même l'année dernière, et c'était le même, mais on a la chance d'avoir un super coach qui est à l'écoute de tous ses joueurs. En fait, c'est un coach qui connaît le groupe. Il connaît tellement le groupe qu'au final, ben, il s'adapte. Parce que lui, il aimerait peut-être faire ça différemment, mais il voit, par exemple, un jour où on est moins concentré, ben, il va pas faire ce qu'il voulait faire de base parce qu'il sait que, bon, allez, c'est pas grave et tout, mais il relativise. C'est un humain, c'est pareil. Et je trouve que c'est ce qui a fait notre force et l'union de notre équipe et que le coach a su, bien évidemment, faire ça parce que pour moi, pour gagner un championnat ou pour être performant, c'est avec une équipe entière, pas avec juste quelques joueurs, parce que on m'a toujours dit aussi, c'est grâce à certains joueurs que tu gagnes des matchs. Par exemple, c'est grâce aux attaquants ou grâce à des individualités que tu gagnes des matchs, mais avec une défense et une équipe, tu gagnes un championnat. Et c'est vrai. C'est surtout ça qu'il faut reconnaître. Donc, l'importance d'un coach, parce qu'on le néglige trop, c'est très important aussi pour les performances de l'équipe, quoi. Ok, c'est une très bonne réponse avec laquelle je suis d'accord. Communication, ça résout Bien sûr, ça 95. résout tous les problèmes, bien sûr. Même dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit avec ta femme, que ce soit Regarde, avec c'est ce ton que je dis père. dans la vie de tous les jours. Sur un terrain de foot, déjà, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes.
Moi, je vois bien beaucoup sûr. d'équipes, beaucoup de joueurs, même à des niveaux N3, N2, je dis, mais genre, qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres sur le terrain, t'as plus Bien de langue, sûr. quoi. Et dans la vie de tous les jours, pareil, c'est moi, à chaque fois que je reçois cette question, c'est OK, vous avez parlé? Non. Donc, en fait, tu sais pas, quoi. C'est. Après, c'est vrai que non, mais après, ça dépend des joueurs. Par exemple, il y en a qui sont un peu plus réservés, qui sont un peu plus Sûr. timides. Moi, quand j'étais plus jeune, pareil, je n'osais pas aller voir le coach, lui dire, ouais, mais pourquoi tu me fais pas jouer? C'est quelque chose qu'après, tu prends avec de l'âge, tu prends un peu plus cette maturité-là, ce courage d'aller le voir, parce qu'au bout d'un moment, quand tu deviens adulte, au bout d'un moment, c'est un adulte, tu es un adulte, tu parles entre hommes, gentiment. Voilà, demain, ça se passe pas bien parce qu'il y a ça, ça, ça. Je pense qu'un coach normal, déjà, vient t'en parler. Je pense que si par exemple tu es moins bien ou il voit que tu fais moins les choses, je pense qu'il va venir t'en parler de lui-même. Pas tout le monde, mais la plupart des coachs le font. Et après, au bout d'un moment, si toi tu sens, alors faut pas aller le voir pour le voir. Faut pas lui dire ouais, pourquoi tu ne me fais pas jouer alors que tu n'es pas performant sur le terrain. Faut pas aller le voir alors que à l'entraînement, tu marches tout l'entraînement et tu fais pas ce qu'il te demande et lui dire ah, pourquoi je joue pas, c'est quoi ça? Non. Si tu vas aller le voir, c'est que tu es en position d'incompréhension et que tu sens que tu as tout fait pour justement être dans l'équipe et que tu ne l'es pas. Et là, tu peux se dire, bon, tu peux te dire, bon, vas-y, T'es je veux quand même le légitime. voir, je comprends pas. Parce que si tu fais tout ça, il y a peut-être quelque chose que le coach voit que tu fais pas bien. Parce que forcément, des fois, on voit pas tout, hein, c'est vrai, on voit pas tout, même si on pense avoir fait le maximum, des fois, on voit pas tout, et c'est pour ça que c'est important la communication pour voir ce qu'on ne fait pas de bien. Et c'est ça, justement, à ce moment-là, quand tu penses avoir tout fait bien, tu dis, voilà, coach, moi, je fais ça, 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 qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois faire pour? Et là, si c'est un coach normal, il va t'expliquer. Et il faudra que tu prennes en considération ça, mais c'est sûr que si le coach sur le terrain, à chaque fois, il te dit fais ça, fais ça, fais ça, tu fais tout l'inverse. Et au final, tu l'écoutes pas et qu'après, tu marronnes parce qu'il te fait pas jouer. Je pense que faut calmer un petit peu la chose et se remettre en question. Mais bon, après, comme j'ai dit, chacun est différent, chacun a sa vision des choses, chacun a son caractère. Donc après, voilà, chacun ses problèmes, comme on dit aussi. Ouais, après, il y a quand Donc, même quelque chose d'important et c'est vrai que c'est très bien ouais, d'avoir dit ça comme ça. C'est faut quand même, avant de vouloir imposer quelque chose, enfin au moins de communiquer quelque chose, je veux dire, avoir de la légitimité, quoi. bien sûr, c'est le plus important. On peut pas se permettre de tout dire sans avoir les éléments pour. Faut être en position de force ou un minimum. Faut pas arriver et tout jeter dans la tête alors que nous-mêmes, on n'est pas carré avec nous-mêmes. C'est ça qui est dommage par rapport à certains joueurs. Mais bon, voilà, Ouais, voilà. honnêtement, Ouais, c'est merci. dommage. Partage. Et du coup, bon, officiellement, la dernière question. Pour toi, personnellement, quelle est la suite, quelle est la perspective que tu as en partant de cette situation, du coup, actuelle que tu as réussi à, je pense, à stabiliser? Qu'est-ce que tu vois maintenant au long terme pour toi, quoi? Ben, moi, personnellement, je suis quelqu'un, je me suis jamais mis de limite. Alors, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, mais je suis très réaliste. Je rêve plus de façon irréaliste, mais je suis très réaliste. Je sais ce que je peux atteindre, je sais ce que je peux pas atteindre. Et je mets pas de limite. Je sais où je veux aller, je sais où je peux aller. Donc, si je peux encore franchir une étape, je la franchirai. C'est l'objectif. C'est en bonne voie, tout se passe bien. Ouais. Donc, après, si au final je dois rester ici, c'est avec grand plaisir aussi parce que je suis dans un super club, je m'entends super bien, j'ai une super vie, j'ai une bonne stabilité, je vais jouer potentiellement la Ligue des Champions, une Coupe d'Europe, tout ça. Mais si je peux encore franchir une étape supplémentaire, je vais pas me gêner, c'est le but, c'est le rêve ultime de tout le monde. Donc, faut croire en soi et faire le nécessaire justement pour atteindre ces objectifs-là. Donc, je verrai un petit peu en fin de saison, mais je pense que c'est en bonne voie d'aller voir ailleurs si ça doit se passer. Mais je pense que je te redirai ça dès que j'en Ouais, saurai un peu plus. oui, oui, carrément. Mais De toute façon, voilà, je pense bon, qu'il faut toujours évoluer, n'importe quel endroit où tu sais, tant que tu évolues dans la vie de tous les jours, dans la vie personnelle, dans ta vie sportive, dans ta vie ailleurs, tant que tu fais une évolution,
c'est bénéfique. Bah, très bien. Bah, écoute, Guillaume, je te remercie beaucoup, mais beaucoup pour ce partage, cet état d'esprit-là. Je pense que Merci à toi. ça va faire du bien à beaucoup, justement, d'apprécier déjà le moment. Donc, ça, c'est cool. C'est important. Et en effet, je te renverrai des messages enfin un message dans plusieurs semaines, ou peut-être plusieurs mois, je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais de savoir un petit peu, ouais, en effet, où tu en es. Et pourquoi pas, comme je l'ai dit sur quelques autres interviews, dans 2 3 ans, de faire un bilan, de voir l'évolution, pourquoi pas. Bien sûr, avec grand plaisir. De toute façon, on reste en contact et merci à toi pour cette interview-là, ce moment-là. Et c'était très agréable. Donc, merci à toi. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Allez, bonne journée. Ciao, À ciao. toi.